Même si 22 ans séparent les deux œuvres, et que donc le style de Colette a évolué, nous pouvons considérer que, dans Les Vrilles de la Vigne, comme dans Sido, c'est par les sens que Colette appréhende et nous fait appréhender le monde. Ils sont tous convoqués. Le lecteur fait une découverte charnelle du monde. Le sensoriel permet à l'adulte d'accéder à l'émotion à partir d'une sensation inscrite dans la mémoire. Et là aussi, on peut sans doute voir un lien avec Proust. C'est ce qui se passe dans Jour gris. Je vous renvoie à la lecture linéaire numéro 1. Colette décrit toujours le réel à partir d'une sensation. Chez elle, la nature nous révèle à nous-mêmes, nous ramène à nos origines, comme dans le texte J'aimais l'aube, extrait de Sido. Et là, je vous renvoie à la lecture linéaire numéro 2. Le style de Colette a un peu à voir avec l'impressionnisme parce qu'il procède par petites touches de réalité. Elle poétise le réel et l'utilisation des couleurs, très fréquentes, donne une dimension picturale à son écriture. Le lyrisme est présent, en particulier dans les vrilles, et il est parfois dialogique avec la nature, incantatoire par la musicalité de l'écriture. Ainsi, dans Jour gris, qui est une rêverie éveillée qui fait surgir le passé. Mais souvent chez Colette, la célébration devient paradoxale, comme si elle voulait éviter de tomber dans un sentimentalisme anesthésiant. Ainsi, la fraise des bois pourra dégager un parfum de suave pourriture, ou l'ombre du tamaris dessine un délicat squelette. Quand il s'agit des êtres, c'est pareil. Leur célébration aussi est paradoxale. Comme Juliette, la demi-sœur qui se suicidera, tous peuvent devenir un agréable lait. Elle décrit ces personnages avec leurs failles et leurs contradictions. Elle ne les idéalise pas, ou très peu, et de manière très ponctuelle. La nostalgie, définie selon Milan Kundera comme une souffrance causée par le désir inassouvi de retourner, est une constante dans l'œuvre de Colette. Et comme chez Proust, là aussi, l'écriture devient ce par quoi l'être humain résiste au temps, à son irréversibilité. Proust écrivait dans Le Temps retrouvé « Une heure n'est pas qu'une heure. C'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. Ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces souvenirs qui nous entourent simultanément. Rapport unique que l'écrivain doit retrouver pour en enchaîner à jamais dans sa phrase les deux termes différents, pour les soustraire aux contingences du temps dans une métaphore. Cette nostalgie fait naître chez Colette une réminiscence enchantée. L'espace réel de l'enfance est reconstruit, idéalisé par l'écriture. Comme dans Jour gris, la réinvention du réel montre aussi la porosité entre ce réel et son idéalisation. Et le pays natal devient le jardin d'Éden. Mais cet ancrage dans le passé n'est pas seulement nostalgique. Et c'est la particularité de Colette. L'ancrage dans le passé permet de s'ancrer dans le présent et de construire l'avenir. Il est la base, la force sur lesquelles sont construites les fondations de l'être en devenir. L'enfance de Colette permet à Colette de se construire. L'écriture est donc souvenir, mais aussi libération. Comme pour le Rossignol, dans la première nouvelle des Vrilles de la Vigne, la réécriture du passé est libératoire. Et la célébration est en fait ce qu'on pourrait appeler un faire poétique. Parce que l'écriture tisse un pont entre imaginaire et réel. L'écriture, c'est ce qui rend possible cette célébration de la nature, de l'animal, de l'humain, donc la célébration du monde. Et ce monde est célébré dans toute son ambivalence. C'est une célébration qu'on retrouve déjà chez les poètes grecs, chez Montaigne, Rousseau, George Sand. Et chez les contemporains de Colette, on a cette célébration chez André Gide, par exemple dans Les nourritures terrestres. Ou plus tard chez Camus dans Nos. Julia Kristeva résume ainsi l'écriture de Colette. Colette a trouvé un langage pour dire une étrange osmose entre ses sensations, ses désirs et ses angoisses. Le style épouse les racines terriennes et son accent bourguignon, tout en les allégeant dans une alchimie qui nous demeure encore mystérieuse. Elle-même l'appelle un alphabet nouveau, puissante arabesque de chair. Comme disait Gaston Bachelard, il faut embellir pour restituer. La rêverie sacralise son objet. C'est bien ce qui se passe chez Colette. Il y a sacralisation, et en même temps, il y a toujours rapport au réel.
En ce qui concerne Les Vrilles de la Vigne, la première édition des Vrilles de la Vigne date de 1908, et Colette y réunit des nouvelles, une vingtaine, qui pour la plupart ont été déjà publiées dans des revues. Elle y apportera des modifications au cours des rééditions successives de 1923, 1932, 1934. Les Vrilles de la Vigne sont un moment décisif dans la carrière littéraire de Colette, qui se libère alors de l'image et du style des Claudines, tout en se libérant de Willy et de sa position d'épouse. Les Vrilles de la Vigne annoncent des sujets nouveaux qui seront récurrents dans l'œuvre. La nostalgie du pays perdu, l'enfance, les animaux, la nature, l'amour sous toutes ses formes. Le recueil s'ouvre sur une nouvelle qui s'intitule Le Rossignol. Le début ressemble à un conte qui raconte comment le rossignol est devenu un oiseau de nuit. La nouvelle se poursuit par une parabole dans laquelle l'image de l'oiseau renvoie à la narratrice elle-même. Le point commun entre le rossignol et la narratrice est une métamorphose, la libération de l'un et de l'autre. Les vrilles d'une vigne amère m'avaient lié, mais j'ai rompu tous ces fils tors. J'ai jeté tout haut une plainte qui m'a révélé ma voix. Et c'est bien cette voix qu'on entend dans les nouvelles suivantes, qui flirtent avec l'autobiographie. On peut dire que Colette se rapproche davantage d'un genre qui se développera pendant le XXe siècle, l'autofiction. Ce mot n'est créé qu'en 1977 et ainsi défini par son auteur, fiction d'événements et de faits strictement réels. L'autofiction revendique le jeu entre les frontières du réel et de la fiction. Or, l'œuvre de Colette est nourrie de son expérience personnelle. C'est dans un vécu authentique qu'elle va chercher son inspiration, mais on ne peut pas pour autant parler d'autobiographie. Chez Colette, il y a reconfiguration du passé, sublimation, idéalisation, qu'il s'agisse de la mère ou de l'enfance et du pays natal, mais en même temps, il y a du vécu, du réel, et donc vécu et invention se mêlent, et le réel est poétiquement revisité. Aussi, on peut dire que globalement, l'ensemble de l'œuvre de Colette est inclassable. Elle utilise tous les genres, les croise, les mélange. Elle est romancière, novelliste, chroniqueuse. Elle dit n'avoir jamais osé se risquer à la poésie, et pourtant, beaucoup de ses textes sont très poétiques. La structure des Vrilles de la Vigne. La structure s'est modifiée au fil des rééditions, bien sûr. En ce qui concerne la version de 1908, on peut considérer qu'il y a 4 groupes. Premier groupe, Nuit blanche, jour gris, le dernier feu. Ensemble de nouvelles dédiées à Missy, Mathilde Morny, amante de Colette de 1906 à 1911 environ. Ces 3 textes mêlent la relation amoureuse lesbienne et la nostalgie revisitée du pays natal, du paradis perdu de l'enfance. J'appartiens à un pays que j'ai quitté dans Jour gris. Le deuxième groupe, Nonoche, Toby Chien parle, dialogue de bêtes. Là, chien et chat sont des personnages à part entière qui observent et commentent les relations humaines. Toby Chien parle se fait le reflet de comportements humains comme dans Nonoche. Le thème du musical est aussi présent dans Toby Chien parle et Dialogue de bêtes. Ce sont des textes pleins d'humour qui font l'éloge du théâtre, du spectacle et de la liberté qu'il apporte. Dans Toby Chien parle, le leitmotiv du je fais ce que je veux évoque cette émancipation nécessaire d'une relation sentimentale, source d'autant de souffrance que de plaisir. Un troisième groupe, constitué par Belle de jour, De quoi est-ce qu'on a l'air, La guérison, propose une vision critique de la vie mondaine. Il met en scène l'amie Valentine, jeune bourgeoise qui mène une vie élégante mais enfermée dans les apparences. Colette oppose avec humour ces Belles de jour aux mêmes qui deviennent des laides de nuit. La guérison témoigne d'une forme d'apaisement et de sagesse, d'appropriation de soi. La narratrice explique à son amie les étapes d'une guérison amoureuse. De plus, séparée de Willy, Colette n'est plus la bienvenue dans les salons bourgeois et semble le vivre sereinement. Je savoure, silencieuse, mon enviable infériorité. En fait, ici, la narratrice assume son statut de déclassée, et d'autant que sa liaison avec Missy n'arrange pas les choses. Le miroir, lui, est un étrange dialogue où l'autrice fait dialoguer 2 voix, la sienne et celle de Claudine, son héroïne. Elle refuse de la considérer comme son double. C'est aussi une forme de libération. La Dame qui chante est un cas à part, seule nouvelle à être écrite d'un point de vue masculin. Elle porte une réflexion sur le désir, mais c'est un thème qui est très fréquent dans l'œuvre de Colette. Enfin, un 4e groupe, ce sont des petites scènes croquées sur le vif, comme en baie de Somme, bain de soleil ou partie de pêche. Forêt de Crécy aussi. Ce sont des personnages hauts en couleur, et ces nouvelles ont preuve de beaucoup d'humour. Dans Partie de pêche, par exemple, une galerie de personnages croqués sur le vif, Marthe, Magie, etc. Enfin, Musical constitue une plongée dans les coulisses d'un univers familier à Colette, et elle y évoque avec humour les répétitions, notamment celle de la chair. Sido ou les points cardinaux. Dans Sido, la célébration du monde est avant tout célébration des êtres aimés. C'est un regard lucide et rétrospectif que Colette pose sur son histoire familiale. Tous les personnages sont peints dans leur ambiguïté et leur complexité. Entre romans et nouvelles, Sido est paru pour la première fois en 1929 sous le titre Sido ou les points cardinaux. Puis l'année suivante, le texte est enrichi de 2 chapitres, Le Capitaine et les Sauvages. Il s'inscrit dans le cycle des romans autobiographiques. 7 ans après La Maison de Claudine, 2 ans après la naissance du jour, Colette reprend les thèmes de son village natal et de sa famille.
Ce livre est aussi écrit 8 ans après la mort de la mère, Sido, morte en 1922. Et c'est à partir de là que Colette ne cesse d'écrire sur elle en faisant, selon ses propres mots, de sa mère le personnage central de son œuvre. Cette œuvre, et le lien avec Proust apparaît dans le propos de la critique Nicole Bourdonnais. Colette se soucie, à la manière proustienne, d'extraire l'essence intemporelle de cette expérience, ancrée dans l'éphémère et le quotidien. Elle veut suspendre le temps, transmuter le transitoire en éternel. C'est surtout sur la personnalité de Sido que Colette insiste, dès les premières pages, en la présentant comme une provinciale atypique, maniant les mots avec humour. Sido est très moqueuse, adorée par son mari, elle est possessive avec sa fille, elle est sévère mais aimante, étouffante, mais autorise sa fille à se lever à 3h30 du matin pour aller voir l'aube. C'est donc un personnage assez paradoxal. Dès qu'elle pénètre dans son jardin, elle devient une déesse. C'est elle qui transmet à Colette l'amour de la nature, elle vit en parfait accord avec elle, avec cette nature, et s'y régénère. Écologiste avant l'heure, protégeant ses plantes comme ses enfants, elle en connaît tous les secrets. Elle parle aux animaux, elle est la grande initiatrice de sa fille à qui elle livre les mystères de la nature, et Colette n'oubliera jamais les leçons de Sido. Elle est capable, cette Sido, de transformer l'univers quotidien en un monde un peu fantastique. Aux yeux de l'enfant qu'est Colette, le jardin devient un lieu magique, et sa mère devient une figure héroïque, qui commande au vent, parle aux animaux, a accès aux secrets de la nature. Elle est fascinante pour la narratrice. Alors pourquoi faut-il attendre une dizaine d'années après la mort de Sido pour que Colette fasse de sa mère un pilier de son œuvre? C'est comme si Colette avait, comme elle l'écrit elle-même, besoin de s'éloigner pour devenir Colette. Il faut du temps, écrit-elle à l'absent, pour prendre sa vraie forme en nous. Il meurt, il mûrit, il se fixe. La structure du recueil, au-delà des 3 chapitres nettement identifiables, qui sont Sido, le capitaine et les sauvages, ne montre aucune progression particulière au niveau temporel, mais plutôt se construit par rapport à la mémoire, ce qui rapproche une fois de plus Colette et Marcel Proust. Au centre de tout cela, il y a Sido, la mère. Mais il y a le capitaine aussi. Le capitaine est un magnifique et bouleversant hommage à son père, mort 25 ans plus tôt en 1905. Au début du chapitre, Colette écrit « Cela me semble étrange à présent que je l'ai si peu connu », avant de poursuivre par cet autre constat, je crois qu'elle, Sido, aussi l'a mal connu. Le père apparaît donc comme un personnage mystérieux, mal connu. Et finalement, c'est par l'écriture que Colette parvient à faire naître la figure de ce père. Ce père qui, écrit-elle, erre et flotte, troué, barré de nuages, visible par fragments. Elle va l'éclairer bien plus que l'enfant ne pouvait le faire, forcément. Il apparaîtra alors dans toute sa complexité et son humanité. Et par un long processus, l'absent va prendre sa vraie forme en nous. Derrière l'homme gai, philanthrope, rêveur, poète, éperdument amoureux de sa femme, aimant chanter et se montrant volontiers, grivois en anecdote, se cache un inconnu au regard gris-bleu, plein de bravade, qui ne versait ses secrets à personne, mais qui avouait parfois « j'ai des secrets ». Le portrait s'achève d'ailleurs avec le dévoilement à la mort du capitaine d'un de ses secrets, accessible mais longtemps dédaigné. À la mort du capitaine en 1905, la famille découvre nichés tout en haut de la bibliothèque plusieurs volumes imposants, soigneusement reliés, rangés, étiquetés, et qui sont censés renfermer ses œuvres complètes. Mais en les ouvrant, on se rend compte qu'elles ne contenaient que des pages blanches. Le mirage d'une carrière d'écrivain, écrira Colette. Seule la page de dédicace portait la mention manuscrite à ma chère âme, son mari fidèle, Jules-Joseph Colette. J'épelle en moi, écrit Colette, ce qui est de l'apport de mon père, ce qui est la part maternelle. Colette, il ne faut pas l'oublier, a fait de son patronyme, c'est-à-dire du nom de famille de son père, Colette, son nom de plume. Et derrière ce nom de plume, il y a celui du père né pour écrire et qui n'a pas écrit aussi peu. Bien sûr, Colette, toute sa vie, clame sa non-volonté d'écrire. Non, je ne voulais pas écrire, dit-elle, dans ma jeunesse. Je n'ai jamais, jamais désiré écrire. L'étrange inversion du père et de la fille, le père qui voulait écrire et qui n'écrivait pas, la fille qui écrivait mais ne voulait pas écrire, constitue un lien entre le père et la fille. Colette prend toute la mesure de la blessure de son père, la blessure physique qui l'a rendu cul-de-jatte, et sans doute aussi la blessure morale qui va avec, dans Le Capitaine. Parce que le portrait du père atteint une dimension inédite. Cet homme, dont Colette dira « J'ai pénétré ce que ma jeunesse me cachait autrefois, mon brillant, mon allègre père nourrissait la tristesse profonde des amputés. » Même si des pages de l'enfance sont dominées par Sido, l'écriture de Colette est traversée par la présence du capitaine. Et la raison est peut-être donnée par Colette elle-même au début du chapitre, le capitaine. « Mon attention, ma ferveur tournée vers Sido, ne s'en détachait que par caprice, écrit-elle. Ainsi faisait-il, lui, mon père, il contemplait Sido. » Le 3e chapitre, Les Sauvages, est consacré aux 2 frères de Colette.
incroyablement complices. Ils incarnent l'enfance, le pays sauvage de l'enfance. Sido les trouve beaux, ils sont féroces, la narratrice aussi. Ils prennent comme tête de turc Mathieu M. Ce sont des êtres sauvages, ils supportent mal la fréquentation du monde et son univers de convention. L'aîné, le demi-frère de Colette, est celui qui commande, tandis que le second suit. Dans les premières lignes, Colette évoque peu Achille, mort une dizaine d'années auparavant, et se concentre sur Léo, toujours vivant. Colette parle de ce frère comme d'un homme de 63 ans, mais qui est toujours un sylphe, attaché à son lieu natal et à son monde intérieur. Finalement, c'est un être libre, qui chante, compose, retourne vers les souvenirs de son enfance avec une facilité déconcertante. Il est capable de s'y reconnecter et de retrouver l'enfant de 6 ans qu'il était. Lévry de la Vigne et Sido mettent en avant l'expérience sensorielle du monde, la beauté et la force de la nature, mais aussi la complexité de la relation aux êtres que nous aimons. Colette célèbre les cycles du temps, de la nature bien sûr, mais aussi les plaisirs simples de la vie. Elle nous offre une vision poétique et profonde de ce monde et de la façon dont nous entrons en contact avec lui, dont nous l'habitons. Mais surtout, elle parvient, par l'écriture, à magnifier ce temps du passé, à rendre ce transitoire, cet éphémère, éternel, ou potentiellement immortel, comme dirait Hannah Arendt, pour elle et pour nous.